Salut à tous, bienvenue à bord de Femmes de Foot, le seul vol sans escale, le seul vol 100% foot féminin. Et pour cette 5e de F2F, on va vous faire voyager. On va vous emmener déjà aux 4 coins de l'Hexagone pour tout savoir sur la 7e journée de Division 1. Ensuite, place à une enquête, un reportage. Vous allez découvrir le nouveau Clairefontaine du côté de l'INSEP. Et puis ensuite, on va vous emmener voyager loin des buts, vous en voulez, vous en aurez, avec les qualifs de la Coupe du Monde. Pour tout ce voyage, ce beau voyage, une équipe de choc. Sa coupe ne laisse pas à désirer, pourtant c'est la reine du voyage, notre hôtesse Cécile Locatelli. Par Michel. Hop, lui, c'est notre commandant de bord. Merci d'accueillir le capitaine, monsieur Patrice, hôtesse de l'air. Tu vois que je fais hein? Fais une blague. Allez, avec lui, attachez vos ceintures. C'est le kamikaze de l'info. Il est là, notre journaliste de l'équipe, monsieur Johan Looping Aubois. Et puis, on va forcément parler de nos chroniqueurs. Ce sont les nouvelles têtes brûlées d'Eurosport, monsieur Thomas Mekich et mademoiselle Mélina Boetti. Ça vole, ça vole. Et enfin, forcément, notre invitée, elle est mieux qu'Ariane. C'est la fusée de la Division 1 féminine. Elle va toujours de l'avant, forcément. Merci d'accueillir la seule entraîneur de notre championnat, Sarah Mbarek. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Prête pour le décollage? Allez, on y va. C'est parti, générique. Bonjour, c'est Gridge Mbok. Retrouvez-moi sur Femmes de Foot sur Eurosport. On est ravis, Gridge, de vous accueillir et surtout votre coach. Sarah, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Est-ce qu'on vous écrit encore des lettres? Comment ça? Est-ce que ça vous arrive de recevoir du Ah courrier? oui, heureusement. Oui. Oui. Eh bien, on va encore vous offrir une lettre. Allez. C'est Mélina qui veut vous écrire. C'est signé La Boetti. Chère Sarah, à l'origine de cette lettre, un texto. Comme le temps de mon rédacteur en chef est précieux, je n'ai pas osé lui demander d'autres détails. Alors, j'ai mis mon cerveau au travail. Chère Sarah, la vérité sort de la bouche de vos protégés. Toi, la seule femme entraîneur de D1 à qui ça réussit plutôt bien. Le banc pour faire de la résistance, des paroles pour se faire entendre, des militants pour mener un combat. Vous êtes le symbole d'une révolution en marche, celle qui a installé votre homologue Corinne Diacre à la tête d'un vestiaire d'hommes et garde les femmes sur le terrain de la contestation. Je sais que quand tu étais joueuse, ton geste favori, c'était le petit pont. J'ai pas mal de souvenirs pendant nos années montpelliéraines où tu nous régalais, notamment à l'entraînement avec tous ces petits ponts. Le banc pour prolonger le plaisir du chant. À Montpellier, joueuse, vous avez gagné, championne de France par 2 fois. En tant qu'entraîneur, poussez la paillade à exulter. Et aujourd'hui, vous allez encore de l'avant à Guingamp pour que le petit pont devienne grand. Ça fait 5 ans que je te côtoie et je comprends toujours pas pourquoi tu mets tes chaussettes comme ça. Le banc pour garder le style Mbarek, c'est donc le survêt dans les chaussettes, à défaut du moral. Et c'est parce que pour vous le banc est sacré que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à garder le contrôle et vous voilà libre. Sympa pour la photo. Non, j'ai vérifié, elle n'a pas les. On n'a pas regardé les chaussettes. Plus sérieusement, le banc pour prolonger le plaisir du chant. Est-ce que c'est assez bien résumé? C'est très bien résumé. J'aurais aimé que le chant dure plus longtemps. Maintenant, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir sur le banc, c'est sûr. En tout cas, nous, on va prendre beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Place
à la carte blanche. Forcément une question destinée concernant notre invité. Celui qui a la bonne réponse a 30 secondes de temps de parole au moment voulu. La question est simple. À quel âge Sarah Mbarek a-t-elle disputé son premier match de Division 1? 17 ans. 16. 18. National 1A, ça compte ou pas? Ouais. Alors je dirais avec Orléans. 15 ans et demi. Voilà, c'était 15 ans. Le plus proche, c'est C'est ta première victoire, c'est Patrice. Attention, là, La première de Patrice Lair, on l'a réveillé. Il a fallu attendre 5 émissions, mais c'est désormais chose faite. On va en profiter pour regarder justement un petit peu certaines stats concernant votre parcours, Sarah. 37 ans, même si c'est une femme, on le dit quand même, c'est votre âge, c'est effectivement très jeune. 18 sélections en équipe de France, 2 titres de Division 1 avec Montpellier en 2004 et 2005. Et puis du côté de l'entraîneur, c'est 6 années passées à Montpellier, maintenant Guingamp, avec un pourcentage de 41% de victoires. Ça vous va ou c'est pas encore assez? On peut mieux faire. Ouais, Oui. toujours. Oui, je suis une compétitrice et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime travailler et j'aimerais que ce quota augmente, c'est sûr. Une petite question, Patrice. Vous avez vu évoluer avec vous, justement, Sarah. Ça vous a étonné qu'elle passe du côté du banc, justement? Non, c'est en son évolution. Après sa carrière de joueuse, elle a entraîné les jeunes à Montpellier. Bon, faut dire que ça s'est pas forcément toujours bien passé entre nous. Hein, faut être objectif. Mais bon, avec l'expérience, avec les années de travail, je pense qu'aujourd'hui, bon, elle est très très bien sur un banc de touche. Je pense qu'elle le prouve avec En Avant de Guingamp en travaillant avec les jeunes. Et vu le classement de cette équipe en ce moment, je pense qu'il y a progression. Et j'ai vu qu'elle passait aussi son DEPF. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'elle peut devenir une des très très bonnes entraîneuses au niveau du football français féminin. Voire peut-être masculin, si peut-être, on ne sait jamais, avec l'exemple de Corinne Diacre. Et justement, Patrice disait tout de suite que les relations étaient parfois un peu tendues. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui comme coach, quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous utilisez aujourd'hui avec Guingamp ou auparavant avec Montpellier? La rigueur, l'exigence, c'est sûr que tous les entraîneurs que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu avoir en tant que joueuse ou en tant qu'entraîneur, j'aime prendre un petit peu de chacun et garder ça en moi et après me faire ma propre idée du coaching. Mais bien sûr, la rigueur, l'exigence, je pense que c'est ce qui caractérise Patrice et j'espère que je ressemble un petit peu de ce côté-là. En tout cas, pour être souvent au bord du terrain sur les matchs de Division 1 féminine, vous criez beaucoup moins fort que lui. Il n'y a pas de mal en même temps. C'est pas difficile. C'est bon. Allez, Patrice. On vous rappelle, chers abonnés, que vous pouvez nous envoyer tous vos messages grâce au hashtag F2F, éventuellement poser des questions à notre invité. On a d'ailleurs un premier invité au téléphone qui souhaitait s'adresser à Sarah. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez ? Allô? Oui, bonsoir, je vous entends. Bonsoir. Est-ce que vous avez une question à poser à notre invité? Oui, bonsoir. Oui, j'aurais aimé Bonsoir, poser la une question. Oui, j'aurais posé une question à Madame Mbarek. Oui, allez-y, on vous écoute. J'aurais aimé savoir, surtout avoir le numéro de son coiffeur. À l'époque, il lui faisait des coupes avec la coupe au bol avec le dégradé derrière. C'est plus trop à la mode, je crois. Vous avez une réponse, Sarah? Il est en prison. Aïe. Alors, on a une pensée pour lui. Est-ce que vous avez éventuellement identifié le coup de téléphone Ah oui, tout à fait. Oui. Et je m'y attendais un petit peu. Ouais, je pensais qu'on allait parler de Douda. On ne pouvait pas parler de moi sans parler de Douda parce que ça reste une personne qui a beaucoup d'importance dans ma vie. On a partagé des très beaux moments sur les terrains. Et elle a pris sa retraite cette année. Et c'est vrai que je l'ai eu à l'occasion de mon anniversaire il y a un peu plus d'une semaine. Et je suis très contente qu'elle participe à cette émission. Évidemment, il s'agit d'Oda Lataf, multiple sélectionneur en équipe de France, 111 sélections, joueuse de Montpellier entre autres. Ouda, comment allez-vous et ça vous manque pas trop? Et le terrain et éventuellement même les consignes de replacement ou je ne sais quoi de Sarah? Oui, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, c'est vrai que ça me fait plaisir aujourd'hui, ce soir plutôt, d'être parmi vous par téléphone. Et c'est vrai que je voulais faire un petit clin d'œil à Sarah, comme elle vous l'a dit si bien tout à l'heure. Effectivement, c'est quelqu'un aussi qui a compté beaucoup aussi dans ma vie, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et donc voilà, sur ce côté-là, je voulais lui faire un petit clin d'œil.
Et puis après, concernant ma vie actuelle, c'est vrai que j'ai pris ma retraite depuis juin. Et pour le moment, ça ne me manque pas, le ballon. Ça ne me manque pas parce que j'ai une vie assez chargée. Je bosse à côté, j'ai ma vie de famille aussi à la maison. Donc pour le moment, tout ça ne me manque pas. Eh bien écoutez, nous, on vous invite quand vous voulez, Ouda, forcément, sur le plateau de Femmes de foot. Vous serez toujours la bienvenue, avec ou sans ballon. Merci beaucoup et j'espère à très vite avec nous sur Eurosport. Merci Ouda. Eh bien, avec un grand plaisir, j'essaierai de venir sur le plateau cette saison. Avec un grand plaisir, Romain. Et puis un bonsoir à Cécile et à Patrice. Salut Ouda. Salut Ouda. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Merci Ouda. Au revoir. Une question peut en cacher une autre. Écoutez-la, c'est l'une de vos joueuses de l'En Avant Guingamp qui cherche à vous poser justement une nouvelle question surprise. Et Sarah, apparemment, t'étais fan de L5 dans ta jeunesse. Je les ai entendus. Faut donner la chanson. C'est vrai? Ouais. J'ai dit non, pitié, non. Bah oui, il y a une époque où j'avais les cheveux très courts. Hein. C'était la mode BL5, voilà. Et voilà, je m'étais coupé les cheveux comme une des chanteuses. Avec beaucoup de regrets. C'est vrai? Oui, ça a été dur de les faire pousser après. De quoi d'écouter les M5 ou de... Un peu des deux en fait. Ouais. Allez, on remercie forcément Gridge pour ce petit clin d'œil. Les L5, on écoutera peut-être ça un peu plus tard. Maintenant, on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux. C'est notamment la Division 1 féminine. Vous voulez tout savoir sur ce qui s'est passé sur cette 7e journée. Antoine Marty est là pour tout vous raconter. Écoutez-le. Dernière ligne droite pour les filles du championnat de France avant la trêve internationale. Face à Soyo, les Lyonnaises ont déroulé à l'image du quadruplé de Ada Egerberg. La Norvégienne de 19 ans a pour le même coup pris la tête du classement des buteuses aux dépens de sa coéquipière Lotta Schelin. La Suédoise a aussi participé à la victoire 9-0 de son équipe avec un but. Du côté de Charletti, les Parisiennes suivent le rythme malgré une mauvaise première mi-temps. Face à Albi, le PSG s'est imposé 6-0. Un succès construit grâce aux Suédoises du club, notamment l'ancienne Kosovare Aslani signe un doublé, tout comme la néo-parisienne Caroline Seger qui marque son 2e et 3e but avec Paris. Toujours pas de but encaissé, de bon augure avant de retrouver Lyon dans 2 semaines en championnat. Pour Juvisy, la victoire a encore été poussive du côté de Rodez, mais l'essentiel est là. Un seul but marqué dans ce match, signé Diani, qui vient de signer son premier contrat professionnel. Le constat est plutôt bon pour les Essonniennes qui restent à 6 points des 2 équipes de tête. Les Guingampaises ont failli déjouer sur leur terrain face à Metz. Les Bretonnes ne doivent leur salut qu'à l'égalisation à 6 minutes du terme de l'international et capitaine Mbok. Fin de série pour Guingamp qui restait sur 4 victoires consécutives. Dans la zone rouge, ça chauffe à Saint-Etienne. Les Vertes sont tombées sur des chouettes d'ici les Moulineaux d'un grand jour. Ben Diaf ouvre le score à la 13e minute. Puis Mengaya met le 2e but à la suite de la grosse erreur de la gardienne de but Marion Mention. La réduction du score ne sert à rien. Première victoire de la saison 2-1 pour ici qui se relance dans la course au maintien. Dans le dernier résultat de cette 7e journée, Montpellier plonge Arras en dernière place du classement avec une victoire 6-0 et les 2 premiers buts en D1 de Lindsay Thomas. On va commencer avec Guingamp, forcément, Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne équipe de Metz ou vous êtes un petit peu passé à côté de cette rencontre? On a très bien démarré la rencontre et puis après avoir marqué le premier but, je pense qu'on est tombé dans un petit peu de suffisance et on a eu du mal à gérer le match. Elles égalisent avant la mi-temps et elles reprennent l'avantage de suite d'ailleurs. Donc le point positif c'est qu'on revient quand même au score, qu'on égalise, donc c'est déjà pas mal. Maintenant il y avait un petit peu de fatigue aussi, générale, et puis un manque de rigueur collective aussi. Un petit peu de péché de jeunesse. Ouais, je m'attendais, je savais qu'un jour ou l'autre, un mauvais résultat allait arriver, quoi. Donc c'est dommage que ça tombe à la maison et contre une équipe largement Tu ne penses pas portée. que ça manque un petit peu de maturité? Ah si. Hein, Ah si, je suis la première à le dire. Ouais. Hein. Même si elles ont passé un cap, même si c'est sûr que par rapport à la dernière, on a pris un petit peu en maturité, mais on a besoin de joueuses cadres, matures, pour aider cette équipe à monter un peu plus haut encore. Pourtant, vous les aviez prévus avant le match. Vous aviez c'est fait pas qu'avant le match, attention toute la à semaine. suffisance, tout ça. Ouais. Toute la semaine, c'était le discours, parce que on commence à avoir un petit peu d'expérience, mais
Et je me pose la question, est-ce que même le fait d'en avoir parlé, ça va pas pousser les choses? Inconsciemment peut-être, mais après, tu as joué les deux gros, après il y a eu 4 bons résultats, et inconsciemment, quand on a un groupe jeune comme ça, même si on prévient, je pense que voilà, un match contre Metz, c'est peut-être aussi un match piège, bien que Metz nous l'a prouvé sur ces derniers résultats, ce sera une équipe pas facile à battre. Ouais, tout à fait. On va justement écouter l'une des actrices du côté du club du FC Metz, c'est Marie-Charlotte Léger. Marie-Charlotte, on est en Skype avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce résultat nul ramené de Guingamp? Bonsoir à tous. Oui, je suis satisfaite de ces résultats, sachant que Guingamp, c'était une très bonne équipe. On a su bien gérer le bloc et on a su faire un 2-2 d'abord. Alors Metz, vous êtes aussi sur une excellente dynamique. Après un début de saison un petit peu compliqué, on vous retrouvez sur enchaîner 2 victoires et un résultat nul. Comment vous expliquez, vous, cette bonne progression des Messines depuis quelques journées? Au début du championnat, depuis le début du championnat, on a eu 4 défaites. On a su rien lâcher. On a su rien lâcher. Ensuite, on a rien lâché jusqu'au bout. On a su faire des efforts. Et voilà, depuis 2 matchs, on gagne et on a fait un résultat nul. Donc ça fait 3 matchs qu'on n'a pas perdu. Même si Guingamp, ils avaient une très bonne équipe en face de nous. Elles auraient pu gagner. Moi, j'avais une balle de 3-1, mais j'ai pas réussi à la mettre au fond. Mais bon, ça fait du foot. Marie-Charlotte, on a vraiment été inquiet pour le club de Metz après les premières rencontres et notamment ce carton contre Lyon. Vous, honnêtement, au sein de l'équipe avec votre entraîneur, vous avez la conviction que vous avez cette place en D1 ou ça va être vraiment compliqué de se maintenir jusqu'au bout? Ça va être vraiment compliqué de se maintenir, mais bon, on va faire les efforts, on va essayer de gagner contre les petits, arracher des résultats, le nul ou la gagne, mais on sait que contre les grandes équipes comme Lyon, Juvisy, PSG ou Guingamp, là, ça va être très dur, mais bon, on verra à la fin du championnat. Merci beaucoup Charlotte, on vous souhaite un bon courage, une bonne trêve, le temps de récupérer encore un petit peu avant la prochaine journée de D1 féminine et on vous souhaite ainsi qu'à toute votre équipe un excellent championnat. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Est-ce qu'il y a encore une classe d'écart entre ce que Guingamp a fourni sur cette rencontre-là et sur ce qu'on avait pu voir sur les rencontres précédentes? Oui, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a pu faire à Soyaux ou même sur les 4 derniers matchs, bien sûr, il y a une différence. On a surtout su être réaliste. Alors que là, on a des occasions et on ne finit pas, tout simplement. Ça vous inquiète? Ça peut être un match qui ressemble à un coup d'arrêt ou c'est juste un petit accident parce qu'il y a eu de la suffisance, un manque de maturité, comme le disait Patrice? Je pense que ça ne m'inquiète pas. En plus, il nous manquait Désiré, Operanouzi qui est à la CAN. Et sur ce genre de match, c'est vraiment elle qui peut nous aider à faire des différences. Ça, j'en suis convaincue. Donc, après, je ne remets pas en question ni en cause mes attaquantes, mais c'est vrai qu'elles auraient pu être aidées par une attaquante qui est puissante, qui recherche la profondeur. On n'avait pas ça le week-end dernier. Désiré qui marque beaucoup de buts d'ailleurs avec le Nigeria. On vous parlera effectivement des qualifs pour cette Coupe du Monde. L'objectif, Sarah, vous l'avez clairement évoqué, c'est au moins terminer à cette 5e place et peut-être venir chatouiller certaines équipes de ce qu'on appelle le Big Four. Ça tombe plutôt bien. Vos 2 prochaines sorties, ce sera contre Montpellier et Juvisy. Oui, voilà, l'objectif c'est de terminer 5e. On avait dit surtout de réduire l'écart entre la 4e et la 5e place, puisque la saison dernière on finit à 19 points de Montpellier. C'est quand même très important comme écart. Donc là, on va pouvoir se confronter directement à Montpellier, à Juvisy sur les prochains matchs et voir notre vrai niveau. Moi, ce que j'aime dans ton équipe, Sarah, c'est l'état d'esprit qu'il y a. Parce que même si c'est jeune, on sait que la jeunesse, c'est l'irrégularité, mais c'est l'état d'esprit de toutes ces jeunes qui, sur le terrain, vont de l'avant, ne renoncent jamais. Alors avec, bien sûr, les défauts et les qualités que ça peut avoir. Mais je crois que voilà, il y a une bonne matière à travailler. Et
quand on a après des jeunes avec Gridge et Mbok, c'est vrai que c'est un exemple pour tout ce groupe. Et je crois que moi, je crois très fort en Guingamp avec 2-3 touches amenées comme ça au fur et à mesure des années. Je pense que Guingamp peut être l'une des équipes phares de ce championnat. Pour peut-être arriver à une 3e place, voire une 4e, je pense qu'il faudrait absolument se renforcer à la trêve. C'est-à-dire de prendre des filles leaders sur le terrain qui pourraient aussi être avec toi là pour être capable de donner le bon tempo à cette équipe et surtout de bien réagir à des bons moments du match, c'est-à-dire de fermer peut-être un peu plus, de jouer un peu moins vers l'avant, de bien canaliser tous les matchs. Ça a été la plus grosse progression, je pense, depuis la saison dernière. Les premiers mois, c'était vraiment ça, la gestion des temps forts, des temps faibles, la gestion du match, des moments importants du match. Voilà. Ça a été un gros travail à effectuer. Et en effet, on est une équipe qui aime jouer de l'avant. Et en effet, on aurait besoin de renforts à des postes clés et de maturité. Et on se construit doucement et on avance. Et l'objectif, c'est d'arriver aux 3 premières places ou à rentrer dans les 3 premiers. Mais peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Voilà. On prend le temps de bien faire les choses parce que, comme tu le disais, Cécile, il y a un super état d'esprit. Donc on ne veut surtout pas bousculer ça. Et garder tout le monde, compter sur tout le monde et amener vraiment du renfort, du plus. Voilà, tout simplement. Alors justement, tu disais dans une de tes interviews, parce que j'ai quand même pas mal lu, on a bossé un petit peu, que l'apport des étrangers dans le travail, dans la rigueur au travail, dans la mentalité, est-ce que c'est une des pistes que pourrait explorer Guingamp dans l'avenir ? Oui, c'est sûr. Moi, j'en suis convaincue. C'est vrai que, comme Patrice, à Montpellier, j'ai pu côtoyer, avoir sous mon... Vous avez fait venir 2 japonaises qui représentent assez bien ça. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus travailleur et plus sérieux. Voilà. Donc, c'est un plus. Maintenant, les gamines que j'ai actuellement sont également très sérieuses, sincèrement. Mais enrichir tout ça avec des joueuses étrangères... Ouais. Alors Sarah, il y a des joueuses très sérieuses qui peuvent poser des questions qui le sont un petit peu moins. Et côté Mauduron. Salut Sarah, on voudrait que l'on montre le petit pas danse que tu as fait pour la victoire à Soyo. Ah, on ne peut dire non à ces joueuses, Sarah. Si, elles auront un nom. Venez danser avec moi. Regardez cette image. Je suis sûr qu'on est capable de vous la reproposer. Là, t'étais bien. Et c'était sur le L5, c'est ça? Non. Vous voulez que je vous explique pourquoi ça... Ah, on veut tout savoir. En fait, on était dans le car au départ et il y avait de la musique et elle dansait. Et puis moi, je suis arrivée et voilà, j'ai fait mon petit pas de danse tranquillement. Et j'avais pas vu qu'il y avait les caméras à Soyo sur le terrain. Et je voulais juste au départ empêcher qu'ils prennent la photo, les embêter. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais j'ai eu peur personnellement que... on prenne ça pour du chambrage par rapport à l'entraîneur de Soyo, tout ça, donc je pense pas, mais en tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Mais à l'inverse, je pense qu'on va vous chambrer pas mal. Voilà. Très longtemps, parce que ça n'a pas arrêté de la semaine. Très bon exercice de coordination, motricité, vous n'avez rien compris. Voilà, merci. Promo du nouvel album des L5, qui sait. Votre équipe de Guingamp, on en parle beaucoup, on a évoqué sa jeunesse. Regardez la petite statistique que nous propose Erwan Geloen sur votre équipe, justement. Les numéros sont évidemment leur âge et non pas leur numéro en club. La moyenne de cette équipe est de 20,8 mois, 20 ans et 8 mois. Évidemment, c'est à la fois un plaisir de travailler avec des jeunes et parfois une contrainte. On sait qu'à Montpellier, vous aviez déjà eu cette démarche-là. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à maturité avec cette équipe sans perdre en cours de route. Oui, tout à fait. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe. C'est des gamines qui répondent bien, qui ont déjà un très bon niveau. Pour la majorité, elles sont internationales U20, donc c'est quand même déjà un élément important. Et puis, j'aimerais les amener à maturité. Et puis après, on sait très bien que ce sera difficile de les empêcher d'aller dans des clubs peut-être plus attirants qui jouent la Ligue des Champions. Mais quelque part, on aura le sentiment du travail accompli. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et justement, si on devait définir la patte Sarah Mbarek, le style de jeu, comment vous pourriez nous le retranscrire en quelques mots? Je suis quelqu'un qui est porté vers l'avant, qui aime le jeu, qui aime la compétition. Et c'est vrai que j'aime laisser la place aux jeunes. Ça, c'est une marque de fabrique, je ne m'en cache pas. Allez, on va passer à une équipe qui est en peine, en souffrance dans ce début de saison. C'est l'AS Saint-Etienne. On l'avait évoqué la semaine passée. Vous aviez tiré la sonnette d'alarme, Patrice. Et malheureusement, elles ont encore perdu un match qu'il ne fallait pas perdre dans l'optique du maintien. Bien sûr, contre ici, c'était un match important. Un match prépondérant pour le maintien. Moi, j'espère qu'ils vont réagir parce que Saint-Etienne, ce serait dommage qu'ils
qui redescendent en Division 2. J'espère que les dirigeants vont réagir et qu'ils feront les efforts pour avoir une équipe un peu plus compétitive, au moins pour la deuxième partie de saison. Ce qu'ils avaient il y a quelques années, ce qui est dommage de laisser un petit peu pourrir, de laisser cette situation. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a un potentiel, il y a un gros club professionnel quand même derrière, avec une équipe première masculine qui tourne bien. Et puis des infrastructures, elles s'entraînent à l'Etra, je crois. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Donc il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi renforcer l'effectif. Alors Cécile, vous connaissez bien Hervé Didier. C'est quelqu'un qui a toujours envie, mais qui fait avec des moyens qui ne sont peut-être plus suffisants pour même, ne serait-ce que prétendre à un maintien. Oui, je crois qu'on l'a vu. Le championnat se resserre et je crois que maintenant, les clubs qui... Bon, c'est pareil, ils jouent la carte de la jeunesse, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut donner d'autres moyens. Ils ont eu l'occasion de prendre des joueuses expérimentées. Ils n'ont pas tenté l'aventure. C'est dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose petit à petit au niveau de la structuration, des installations. Ils grignotent. En effet, cette année, ils s'entraînent à l'Etra. Mais au niveau de l'effectif, c'est encore très jeune. Et voilà, il manque l'expérience. Et d'année en année, j'ai peur que cette année, je suis un peu de l'avis de Patrice, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On leur souhaite le meilleur parce que vraiment, avoir un club comme l'AS Saint-Étienne avec le vécu, non seulement des garçons, puis le nom, les spectateurs, voilà, l'environnement autour, je pense que c'est un des clubs qui doit emmener un petit peu notre championnat. Et Johan, vous l'évoquiez, quand on est une équipe comme ça qui est en plus emmenée par une équipe première masculine qui revit des heures ambitieuses, glorieuses, on a du mal à comprendre pour quelles raisons on ne veut pas rajouter ce petit complément budgétaire qui pourrait permettre à Saint-Étienne d'être plus serein dans son avenir. Saint-Étienne, pendant des années, a ouvert le robinet un petit peu à budget avec des gros salaires à tous les niveaux du club. Il y a eu une restructuration, ils ont fermé les robinets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la section féminine en pâtit parce qu'on leur donne le sentiment d'être du niveau des hommes en les faisant s'entraîner à l'Etra. On leur donne une petite part du rêve et puis finalement, derrière, on ne leur donne pas tous les moyens. Alors les budgets, il ne faut pas exagérer non plus. Saint-Étienne a quand même un des plus gros budgets de France au niveau professionnel. Je pense que quelques milliers d'euros ne feraient pas un trou dans le budget de messieurs Cayazo et Romeyer. Un petit peu comme ce club du Paris Saint-Germain qui, lui, a clairement affiché ses ambitions, a mis les moyens pour que son équipe féminine obtienne des résultats avec ce week-end une victoire 6-0 avec 4 buteuses étrangères. C'est vraiment la World Company du côté du PSG. Oui, je crois que cette équipe du PSG, bon, c'est vrai qu'il y a eu une première mi-temps un petit peu délicate. Et puis, grâce à ses stars et puis ses individualités, a réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Voilà, je crois que la différence avec l'Olympique Lyonnais, puisqu'on ne cesse de comparer ces deux équipes, c'est encore là, il y a beaucoup d'individualité, mais peut-être un manque de collectif prégnant. Voilà. Sarah, vous avez joué, rencontré ces deux équipes. La prochaine journée s'annonce comme le choc que tout le monde attend de la saison. Comment vous la voyez, vous, cette affiche entre Lyon et le Paris Saint-Germain? Moi, je pense que ça va être serré. Après, si vraiment on fait le point sur l'expérience et l'habitude de jouer ensemble, Lyon a un petit peu d'avance quand même sur Paris. Je pense quand même que Lyon est largement au-dessus en ce moment. Voilà. On va encore dire que je suis le supporter de l'Olympique Lyonnais, mais il n'y a aucune surprise possible? Si, quand même. Non. Pour moi, non. Il y a une trop grosse différence. Quand j'ai surprise, au moins un match nul, quoi. Voilà. Je pense que la surprise sur un match, elle peut sur les trois réellement, confrontations qui arrivent, voilà, elle peut réellement exister. On a vu l'année dernière à Gerland le 1-0, la tête de Laura Georges. Tu t'en souviens? C'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent. L'année dernière, on n'était pas aussi concentré, aussi motivé. Il y a eu la Coupe d'Europe, l'élimination, tout ça entraînait un peu la savate. On a fait un doublé. Bon, comme je l'ai dit, à 60-70%. Gardez-en sous le pied, Patrice. On aura toute l'émission de la semaine prochaine pour évidemment annoncer ce choc du 1er novembre. On va en profiter d'ailleurs pour regarder ensemble le programme justement de cette 8e journée de Division 1 féminine. Ce choc, on vous l'a survendu. Ce sera dès 20h30 sur notre antenne pour vous les abonnés avec un coup d'envoi aux alentours de 21h. Et puis, quand on regarde pour le programme de dimanche, c'est cette rencontre entre Issy et Rodez qui sera chaude aussi dans le bas du classement. Et puis un Montpellier-Guingamp
un petit peu évoqué tout à l'heure, qui forcément vous tient à cœur. C'est toujours un peu spécial de revenir dans son ancien club. Oui, c'est toujours particulier. Ça prend toujours au triple, encore plus qu'un match autre. Mais voilà, c'est vrai j'ai l'ambition et on a beaucoup d'ambition avec les filles et avec le club d'aller les accrocher là-bas. Le PSG Lyon, ce sera aussi le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au mois de novembre prochain. Mais il n'y a pas que nos deux représentants français dans cette Ligue des Champions. Pauline Schatz vous propose de tout savoir sur ces 16e de finale. Écoutez-la. Sur la scène européenne, parisiennes et lyonnaises se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, mais elles ne sont évidemment pas les seules. Au tour suivant, l'Allemagne aura elle aussi 2 équipes en lice, à commencer par les tenantes du titre de Wolfsburg, qui ont tout de même eu un peu de mal face à Stabæk. Après leur toute petite victoire 1-0 à l'aller, Alexandra Popp et compagnie ont marqué à 2 reprises cette fois-ci. Doublé de Caroline Hansen, tandis que Solveig Gulbrandsen a, comme dirait l'autre, sauvé l'honneur des Norvégiennes. L'essentiel est là, mais Wolfsburg va devoir montrer un autre visage s'il veut conserver sa couronne. À 300 km de là, le club le plus titré de la compétition a offert un jeu, disons, plus probant à son public. Et pourtant, les affaires n'étaient pas très bien parties pour Francfort, qui avait concédé un inquiétant match nul chez les Kazakhs de Kazigurt lors du match aller. On s'attendait donc à un sursaut d'orgueil de la part des triples vainqueurs de cette Ligue des Champions. Et bien nous en a pris. Victoire 4-0 jeudi dernier grâce aux réalisations de Sasic, Marostzan et Garfrekes. Mais surtout direction les huitièmes de finale. Prochain adversaire pour les troupes de Colin Bell, les Italiennes de Torres. Barcelone sera également au tour suivant et pour le coup la qualification a été plus tranquille pour les Espagnols qui ont remporté leurs 2 duels face à Prague. 1-0 à l'aller avant un joli 3-0 lors du match retour. Putellas, Bermudez puis Romero ont chacune alimenté le compteur du Barça. Et si les Tchèques ont tout donné devant les cages de Laura Raffols, rien n'y a fait. La confiance, la lucidité et la solidité étaient du côté espagnol. Clap de fin donc pour le Slavia Prague. Clap de fin également pour Liverpool qui est tombé devant Linköping. Les Reds ont reçu une belle douche froide quelques jours seulement après leur titre en championnat national. Mais on ne gagne pas à tous les coups. La preuve donc avec cette sortie dès les 16e. Menées 2-1 après la première rencontre, les petites Anglaises ont coulé au retour sur le terrain des Suédoises. 3-0 jeudi soir, prestation propre et sans chichi de Linköping qui a désormais rendez-vous avec les finalistes de l'édition 2009, à savoir les Russes de Zvezda. Et évidemment, les doubles tenantes du titre Wolfsburg sont encore en lice. Regardez le programme des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions qui seront disputés au mois de novembre prochain, avec évidemment la confrontation entre ces deux clubs français qu'on regrette, mais également le Barça qui affrontera l'équipe de Bristol, et puis peut-être un beau choc entre Francfort et Torres. Voilà ce qui sera pour ces huitièmes de finale les 8 et 13 novembre prochains. Sarah, la Ligue des Champions, vous l'avez vécue comme entraîneur. Je crois que vous êtes une des premières entraîneurs à avoir même éliminé une équipe allemande, à savoir le Bayern de Munich. C'est un très beau souvenir. C'est mon plus beau souvenir en tant qu'entraîneur. C'était vraiment une belle aventure. Et on côtoie le haut niveau, donc voilà, c'est le must, quoi. Et ça vous manque justement J'y pense, et c'est un petit peu l'objectif peut-être avec cette jeune promotion. Pourquoi pas y arriver un jour. C'est vrai que c'est un rêve, mais c'est en tout cas le rêve que je partage avec elle. Et pourquoi pas un jour, en effet, on essaye. On va travailler pour. Allez, on va passer à notre moment face à femme avec notre invitée Sarah Mbarek. Sarah, on me dit qu'il y aura encore une personne qui souhaiterait vous poser une question au moment de cette émission. C'est un de nos téléspectateurs. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez une question ou une remarque pour notre invitée Sarah Mbarek ? Oui, je voudrais demander à Sarah si pendant sa période des années collège du côté de Jouer les Tours, elle avait déjà cette ambition qu'elle vit en ce moment. Voilà, c'était ma question. Eh oui, Michel, c'est toi qui me l'as donné, non? Elle reconnaît tous nos invités, Michel. J'ai pourtant essayé de maquiller un tout petit peu. C'est raté. Michel Rousseau, merci d'être avec nous. Vous avez donc été le premier entraîneur de Sarah à l'époque du collège. Quel genre de joueuse et d'enfant était-ce?
Ah, très fort caractère, quelqu'un qui savait déjà ce qu'elle voulait. Elle était motivée, passionnée, plutôt intelligente. Elle s'entraînait toujours qu'avec des garçons et elle pensait plus vite. Voilà, elle pensait plus vite, elle était plus sérieuse. Je ne sais pas si c'est le fait que c'était une demoiselle, la seule demoiselle du groupe, mais en tout cas, elle surnageait au-dessus de tous ces garçons. Je crois que c'est ce qui a fait que mon regard était particulier sur elle, était posé de manière particulière. Vous me confiez, c'est une main de velours une main de fer dans un gant de velours. C'est assez juste comme définition. De le voir sur des matchs en compétition, entre autres en coupe contre Lyon. J'avais vu sa manière de gérer sur le côté. Et puis même, bon, c'est dans sa nature, je pense. Hein. Toute femme calée, elle a sa façon de voir et c'est de l'imposer parfois, voilà. Sarah, une réaction? Je suis très contente d'entendre Michel, hein. C'est vrai que... oui, mais moi aussi. Hein. Je t'appelle pas suffisamment souvent, je le sais. Non, oui, c'est pas important de toujours se parler forcément, mais je pense qu'on est l'un et l'autre dans les têtes et dans les cœurs, donc voilà. C'est sûr. Le plus important. C'est sûr. Eh bien, merci en tout cas, Michel, d'avoir été avec nous ce soir. Vous tombez bien pour ma transition. On va parler justement de formation. On sait à quel point c'est important la formation dans la place du football et l'avenir du football féminin. On va vous emmener à la découverte du nouveau Clairefontaine. C'est Antoine Marty, notre enquêteur. Un déménagement, c'est souvent synonyme d'une famille qui s'agrandit. En ce qui concerne le pôle France du football féminin, c'est surtout l'occasion de rejoindre la grande famille de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, plus connue sous le nom d'INSEP. Installées depuis 1998 à Clairefontaine, les jeunes joueuses en formation ont effectué leur rentrée le 31 août dernier au cœur du bois de Vincennes, là où se sont révélés Tony Parker, Amélie Mauresmo, Émilie Le Pennec et bien d'autres. Le cap, c'est probablement celui de l'épanouissement personnel des jeunes filles, donc de les amener encore plus loin dans la performance et dans la réalisation de leur projet, qui est double, qui est même triple, quadruple, si on ajoute le social et l'éducatif. Donc l'INSEP nous offrait cette opportunité, avec des savoir-faire énormes, avec des partages énormes, que l'on ne pouvait pas nous mener de manière isolée à Clairefontaine. Objectif, simplifier la vie de ces jeunes filles et renforcer leur formation. Terminer les parcours en quart pour aller au lycée de Rambouillet tous les matins. Elles ont sur place des professeurs détachés par le rectorat de Créteil. Bénéficiant de formations générales mais aussi technologiques pour passer leur bac, elles découvrent un nouvel univers avec enthousiasme. C'est sûr que ça change, là, il y a plusieurs disciplines, basket, foot, plein d'autres sports, donc c'est mieux. Côté terrain, les choses évoluent aussi. 2 entraînements par jour pour les 21 joueuses du pôle, soit un de plus qu'à Clairefontaine. L'entraînement se déroule pour le moment sur le seul terrain synthétique de l'INSEP, en attendant un deuxième terrain en herbe qui est en cours d'élaboration. Au niveau des terrains, c'est sûr que Clairefontaine, c'est le summum, quoi. On est vraiment au meilleur du meilleur. Après, les terrains vont venir. 2 grosses semaines donc pour des joueuses qui rentrent le week-end dans les équipes jeunes des clubs français et qui pour certaines ont déjà évolué en équipe professionnelle. Elles rêvent évidemment de suivre le parcours des actuelles joueuses de l'équipe de France, issues pour une grande partie du pôle France du football féminin. On voit leur expérience, leur chemin, on s'est entraîné avec elles, puis elles sont parties, on voit qu'elles atteignent les D1, ensuite pour certaines l'équipe de France A, c'est des modèles. Ces joueuses doivent représenter la relève du football français avec comme point d'orgue la Coupe du Monde 2019 où la France sera officiellement candidate à l'organisation. Sarah, la formation et ce genre d'initiative avec l'INSEP, j'imagine que ça vous plaît. Ah oui, tout à fait. En plus, je ne savais pas qu'elles s'entraînaient 2 fois par jour, du coup, donc ça c'est vraiment très positif. Et puis elles vont côtoyer tous les sportifs de haut niveau, toutes les disciplines, l'élite du sport français. Je pense que ça ne peut pas être plus bénéfique que ça, quoi. C'est vraiment une très bonne chose. Je crois que pour rappel, on a 6 pôles en France, 6 pôles espoirs, et puis maintenant un pôle à l'INSEP.
Je crois que comme le dit Sarah, il était temps aussi qu'on s'ouvre sur d'autres sports, sur d'autres champions, voilà, d'excellence, parce que elle côtoie des jeunes qui ont fait les JO, donc du très très haut niveau. Pas que des jeunes, hein, parce qu'elles vont croiser Pierre-Ambroise Boss, elles vont croiser La Villoni, elles vont croiser Teddy Riner, et ça crée une émulation incroyable. Exactement, et des formateurs aussi de très haut niveau dans d'autres disciplines qui, je suis persuadée, pour le football, peuvent apporter aussi énormément. Là où parfois on peut reprocher aux footeux d'être entre guillemets dans un carcan un peu fermé, un peu sur eux, avec un modèle où ils ne sont pas forcément confrontés à l'extérieur, c'est peut-être aussi la valeur ajoutée de ce genre d'initiative, Patrice. Oui, ça peut être bien. Alors, au niveau de l'exigence, tout ça, devant des grands champions, ça je pense que c'est quelque chose de fort, de voir un petit peu le travail, surtout dans des sports individuels aussi, de voir un petit peu cette rigueur, cette envie qu'on doit avoir, et surtout cette exigence pour rester au plus haut. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'important par rapport à ces jeunes filles. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on dit qu'elles sortent de leur bulle, mais en même temps, on recrée quelque part une sorte de centre de formation, mais un vrai centre de formation. C'est-à-dire que le sujet le disait, elles sont plus obligées de prendre le car pour aller Rambouillet. Là, ça change tout. Et il y a aussi cette notion de, comme le disait Sarah, on passe de 4 entraînements à 8 entraînements par semaine. C'est énorme en termes de progression, en termes d'évolution. Ça fait pas beaucoup, 8 entraînements Ça fait beaucoup. Après, je pense que Didier Christophe les gère bien. Je pense qu'il y a des choses aussi spécifiques sur de la prévention, peut-être des choses qu'on pouvait moins travailler avant. Et puis sans oublier le volet scolaire, hein, parce que quand on rentre dans un pôle et en formation, Sarah le sait bien, il y a aussi des doubles projets, voire des triples projets avec le côté un petit peu socio-professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde ne sera pas professionnel un jour, et il faut assurer l'avenir de ces jeunes joueuses. Ouais. Et attention aux fautes d'accord. Oui. Allez, on va ranger justement nos protèges tibias, on va ranger nos langues de bois, on va déterrer nos haches de guerre. C'est place à la question de la semaine, et elle nous est présentée par Mélina Boetti. Vous l'avez compris, ce soir, l'invité de Femmes de Foot est unique. Sarah Mbarek, profession entraîneur de football. Alors, avant la question, un constat en chiffres avec le chiffre 1. 1, donc, comme Sarah Mbarek, l'exception. Sur les 12 clubs engagés dans le championnat féminin français, seul Guingamp a misé sur une femme pour entraîner son équipe. Et plus que ça, sur les 10 dernières années, seulement 14 femmes ont exercé en D1 féminine la fonction d'entraîneur. Un aussi comme Corinne Diacre, la double exception. Seule et première femme à obtenir le brevet d'entraîneur de football professionnel. Seule et première femme à diriger une équipe masculine de football professionnel. Et enfin, un comme Pia Sundhage. Pia Sundhage, lors de la Coupe du Monde 2011, sur les 4 demi-finalistes, figurez-vous qu'il n'y avait qu'une seule femme à la tête d'une des sélections. C'était la sélection américaine, avec Pia Sundhage qui, pour information, a mené les Américaines en finale. Alors, en résumé, sur les bancs, on a, que ce soit en club ou en sélection, auprès d'équipes féminines ou d'équipes masculines, les femmes sont ultra minoritaires. La question est la suivante. Face à cette sous-représentation, les femmes ont-elles finalement les compétences pour entraîner? Allez, le carton blanc nous l'impose. C'est Patrice qui a le droit de prendre la parole pour la première intervention sur ce débat. Pour moi, le coaching n'a pas de sexe, hein, c'est ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que les femmes comme les hommes ont le droit d'entraîner. Il suffit d'avoir de la compétence, d'avoir les diplômes aussi au plus haut niveau, et surtout d'être capable de gérer un groupe, de le faire progresser, de l'amener au plus haut niveau. Après, c'est vrai qu'on est jugé sur les résultats, mais non, pour moi, il n'y a pas de souci. Bon, je regrette, franchement, sur la division 1 féminine, de voir qu'une seule femme. Bon, je pense qu'on pourrait voir d'autres filles qui vont peut-être arriver aussi, qui vont progresser. Pourquoi, Patrice ? Pourquoi aujourd'hui Sarah est la seule entraîneur de D1, alors qu'il y a 2 saisons encore? Vous savez très bien, oui, ça c'est le problème des présidents. Hein, c'est peut-être les présidents des clubs, tout ça, qui préfèrent peut-être avoir quelqu'un. Il y a une forme de machisme. Il y a ça sans doute. Mais... Patrice dit spontanément les présidents, on va citer tous les dirigeants. Un club est dirigé par des hommes à 98% dans 98% des cas. Et à chaque fois qu'il faut créer une équipe féminine ou qu'il faut reprendre une équipe féminine, qu'est-ce qu'on dit? On va replacer un des dirigeants qui se baladait par là. Et la plupart, parlez avec certains, ils vont vous dire « Ah, moi au début, le foot féminin, je ne regardais pas trop. On leur a proposé un poste, ils ont dit oui et ils sont restés là. » Sarah, en 2012-2013, vous étiez 4 entraîneurs en D1. Aujourd'hui, vous êtes la seule
Ça vous choque? Vous comprenez? Comment vous l'expliquez? Alors, il y a les deux côtés pour ma part. Il y a un côté que je peux comprendre en tant que femme. C'est un métier difficile, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des côtés qu'un homme n'a pas à gérer, voilà, tout simplement, la vie de famille. Voilà. Après, le dénominateur commun, c'est vraiment la passion. À partir du moment où on est passionné, investi à 200%, et qu'on a les compétences, je ne vois pas le problème d'être une femme. Après, en tant que femme, oui, j'aimerais en voir plus parce qu'il y en a qui sont capables, parce qu'on est une discipline qui est en train d'évoluer et il faut qu'on s'affirme. Et c'est à travers des résultats et à travers un nombre de femmes plus important qu'on pourra vraiment s'affirmer. Moi, je pense qu'il y a aussi plusieurs choses. Je pense que le football féminin, maintenant, attire aussi les entraîneurs hommes et qu'il y a des places aussi à prendre et des bonnes places dans le football féminin. Il y a aussi des filles de haut niveau qui ne veulent pas être entraînées par des femmes parce qu'elles sont les premières à dire qu'elles préfèrent la compétence d'un homme et qu'elles imaginent plus de compétences chez un homme. Moi, je regrette, mais bon, j'en connais. C'est arrivé avec la coach australienne qui s'est fait virer en avril dernier, parce que certaines de ces joueuses ne voulaient plus avoir, tout simplement. Ils ont mis qui à la place? Un homme. Tout à fait. Et puis après, il faut quand même dire qu'il y a aussi, on n'est pas beaucoup, on est 6 à avoir le diplôme de formateur. Corinne Diacre, la seule à avoir pour l'instant le diplôme d'entraîneur professionnel. Sarah en formation et 3 autres en formation du formateur à Clairefontaine. Voilà, ça reste quand même restreint. Maintenant, ça va arriver. Je pense que Corinne a ouvert la porte. Moi, on est allé avec Aimé Mignot, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, la soutenir. Moi, j'ai tenu à lui dire, voilà, mon admiration pour son courage et cette porte qu'elle nous a aussi un petit peu ouverte. Après, est-ce que si elle se plante, on va dire, c'est parce que c'est une femme, et si elle réussit, on va dire, bon, ben voilà, c'est la chance du débutant. Bon, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ça, quoi. Cécile, ce qui me surprend, on évoque toujours le football allemand, assez représentatif, des résultats, des performances. Cette saison, encore en Bundesliga féminine, une seule entraîneur, et c'est Inka Grings, qui a mis un terme à sa carrière la saison passée, qui n'est toujours à 0 victoire après 8 matchs. Si même l'Allemagne ne se met pas au diapason, c'est au niveau des sélections. Oui, non, mais l'Allemagne peut avoir une influence, par exemple, sur ces sélections. Ça a été très clair. Ils ont décidé, à la tête de la fédération, de mettre que des anciennes internationales qui ont passé leur diplôme, qui justifient le poste. Par contre, n'ont pas d'influence sur le championnat. On ne peut pas dire à un président de club, bon, il faut prendre une telle. Voilà, on peut que conseiller. Après, comme on l'a dit, c'est les présidents qui choisissent. Mais il y a une réelle volonté. Après, on discutait avec Brigitte Henriquez, mettre que des femmes pour mettre des femmes sur le plan de féminisation. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis plus pour des binômes, hommes-femmes. Je pense que ça, c'est très bien. Parce que une joueuse peut très bien avoir besoin à un moment d'avoir une écoute masculine ou une écoute féminine. Nous, on peut aussi être dans les vestiaires, entendre ce qui se passe. Alors après, il faut que le binôme s'entende bien. Il faut que ça se passe bien. Faut que ça se passe bien. Mais Patrice, quand vous voyez Sonia Bonpastor, adjointe de... Sonia aurait très bien pu faire ton adjointe, tu t'en serais pas plaint. Non, on a pu travailler ensemble, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, je pense que ça se passe bien avec Gérard Prêcheur. En plus, ça permet d'avoir une femme dans le vestiaire, et c'est quand même plus facile. Bon, nous, on est sur le côté. D'envoyer des messages, de discuter, de rassurer, de parler tactiquement certaines choses. C'est pas avec Corinne Diacre en voilà, c'est quelque chose qui est important. Et pour vous, Sarah, est-ce que vous avez le sentiment que les filles sont plus facilement à l'écoute avec vous, ou au contraire pourraient vous reprocher de ne pas être un homme, de ne pas être assez dur? Je pense que être un staff, voilà, c'est important. En effet, avoir un homme ou des hommes à mes côtés, ça m'aide. Et puis, moi, en tant que joueuse, quand j'étais joueuse, je me disais, mais jamais je me ferai entraîner par une femme non plus. J'avais cette idée-là, sincèrement. Et voilà, et j'ai évolué, je suis moi-même entraîneur. Et je le sens moins. Enfin, en tout cas, chez mes jeunes, je sens pas que parce que je suis une femme, ça les embête. Je crois pas. En tout cas, elles ont la possibilité d'aller parler avec mon préparateur physique, avec mon entraîneur de gardien. On a une manager générale qui est une femme. Marlène Boinec. Voilà, Marlène. Donc voilà, je pense que c'est un problème de compétence aussi. Les dirigeants de club, c'est pareil aussi. Les dirigeants de club, je vois même au niveau de la Ligue 2, quand je suis discuté avec des présidents, même ils me parlaient un petit peu de Corinne, ils disaient, c'est pas pareil qu'un garçon quand il a voulu secouer le groupe un petit peu à la mi-temps. Mais non, si la fille elle a du caractère, une certaine prestance, un certain charisme, ça marche pareil. Et je pense que même les joueurs sont plus à l'écoute. Eh bien, merci, chers participants, à ce débat. N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur le hashtag F2F. On remercie l'excellent Johan Aubois, une fois de plus, pour sa participation. Johan, on se revoit
très rapidement. Et qui dit départ de Johan dit arrivée de Thomas Mekisch. Il est en forme, Thomas, cette semaine. Vous êtes prêt pour cette deuxième mi-temps? Tu sais que Femme de foot, c'est mon idée. C'est mon idée. Je suis allé voir les chefs, tu me connais, moi j'ai peur de rien. Je vais voir les chefs, je leur dis on va faire une émission et tout. Ils me disent ouais, on va appeler ça Homme de foot. J'ai dit non, ce sera Femme de foot, mon gars. Bing, l'émission est née. Si on se met à écouter Thomas Mekisch, où va-t-on? On observe une courte page de pub et on le retrouve juste après le phénoménal Mekisch ainsi que Sarah Mbarek, notre invitée. À tout de suite. Jag kollar på Femme de foot. It means je regarde Femme de foot. Merci Kosovare pour votre soutien à Femme de foot. On est de retour pour la deuxième mi-temps avec toujours Sarah Mbarek comme invitée. Merci encore d'être avec nous. Sarah, vous avez à vos côtés un sacré phénomène. Thomas, vous avez l'air d'avoir musclé votre jeu cette semaine. Écoutez, j'ai essayé. Déjà, bonjour Sarah, bonsoir Sarah. Je vous respecte parce que vous êtes la seule femme entraîneur de foot. Par exemple, moi je suis le seul mec, vous voyez, autour de ce plateau à savoir faire 5 jongles. Donc on est un peu pareil tous les deux. On a tous les deux... Pardon, Patrice? Oui, c'est bon. C'est bon? Okay. Bon, oui, j'ai essayé de muscler. Moi non plus, je l'ai fait quand vous voulez, les 5 jongles. Eh bien, on verra ça. On va filmer, on va mettre ça sur Internet, on verra. Ah bah, volontiers. J'ai essayé de muscler mon jeu, en effet, Romain, en effet, Sarah. Je me suis dit, je vais tâcher de m'endurcir pour cette semaine. Donc, j'ai tenté de prendre des cours cet après-midi auprès de ce monsieur-là qui ne sourit jamais. Il savait pas qu'on était filmé. Petit problème, on avait une caméra cachée. Regardez. Patrice, je comprends pas. Tout le monde me dit t'es trop gentil, tout le monde se moque de moi parce que j'ai tout le temps un grand sourire en plateau. J'ai juste besoin d'un conseil. Comment vous faites pour être aussi méchant? Comment vous faites pour que les gens aient aussi peur de vous, Patrice? Ouais, tu vois pas que tu me gonfles. Parce que là, je suis en train de faire mes notes pour ce soir. J'ai déjà passé une journée de merde. C'est bon. Hein. Bon, alors juste un conseil. Vous avez entraîné Lyon, vos joueuses vous respectez. J'ai juste envie qu'on me respecte en fait. J'en ai marre qu'on se moque de moi. Un conseil, moi, un je vais seul. te respecter, tu prends la porte et puis c'est bon. Hein. Ah bah là, je le reconnais bien. Tu fais bien Patrice Léa. Bon bah ce sera pas pour ce soir. Le mec sérieux, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En attendant, je vais essayer de rester. Je suis en train de bosser. Moi-même, bon, je désespère pas, même si le Breton de Saint-Brieuc est farouche. Il est farouche comme les joueuses de Manchester City. Vous allez le voir. Tac, tac, transition. Les joueuses de Manchester City, eh bien, qui ont décroché la Cup cette semaine aux dépens des joueuses d'Arsenal. Bon, petite victoire, hein, victoire 1-0 pour les Women Citizen avec un but, vous allez le voir, signé et Christiansen. C'est l'unique but de la partie. Les joueuses de City qui s'étaient débarrassées déjà de Chelsea en demi-finale sur le même score. Victoire 1-0 et forcément de la joie du côté des Citizens. Ouais. Et City, vous l'avez évoqué, ils nous ont mis un sacré but la semaine dernière. En effet, j'ai retenu une belle image. Vous savez, j'aime ce qui est beau, moi, Romain. Par exemple, j'aime Grenoble. Cécile, une ville qui vous a vu naître en 1982. Merci. Je l'ai fait, vous pouvez relâcher ma femme. Merci. C'est parce que vous ne vouliez pas que je dise que vous avez votre costume du mariage que... C'est vrai que j'avais le même samedi. Mais regardez ce but aussi qu'elles ont marqué, les joueuses de Manchester City. C'était lors de la dernière journée face à Chelsea. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Alors on n'a pas eu le temps de le passer la semaine dernière. Forcément, on avait piscine. Mais je voulais garder pour cette semaine, on le rappelle, hein, City qui s'était imposé 2-1 et qui a privé Chelsea de son titre, un beau but. Voilà, ça mérite d'être signalé. Tony Degan, effectivement. En Allemagne aussi, il se passe des belles choses, mon cher Thomas. Il se passe de très belles choses en Allemagne. Le Bayern Munich, chez les mecs, ça va. Eh bien, vous allez le voir, chez les filles, ça va aussi. Elles sont leaders pour la première fois de la saison, Sarah, après une victoire très nette face à Sand, avec une victoire 4-0, tout simplement. Elles n'ont pas vu le jour, les joueurs de Sand, dans ce match. Miedema 2 fois, Baringer et Beckmann sont les buteuses pour le Bayern. On l'a dit, un Bayern leader donc, mais ça se joue à la différence de but avec Wolfsburg qui est 2e, Francfort est 3e. On va terminer avec une petite note de joie, comme vous les aimez tant. Oui, vous le savez, je ne peux pas quitter ce plateau, malgré le regard amical de Patrice, qui ne cessera jamais de m'impressionner. Vous avez côtoyé Patrice, d'ailleurs, par... Oui. Il était déjà petit, il était déjà comme ça? Petit, ouais. Il était déjà petit. Il était déjà petit, ça c'est sûr. Les grands par le talent. Oh moi, je vous mets directement au 7 d'or hein, avec votre prestation. Je pense que votre avenir est tout trouvé. Hein. C'est peut-être pas sur un banc qu'il faut finir, Patrice. Ouais, peut-être.
peut-être, ouais, mais ça peut être bien ça aussi, faut que j'y pense. Ou huissier de justice, ça dépend. En tout cas, on va terminer donc avec de belles images en Suède, vous allez le voir. C'est Rosengard qui était champion, là aussi on vous a gardé de belles images de joie. Pour la fin, on attendait une danse, visiblement elles attendent que vous soyez leur entraîneur Sarah pour danser, c'était un peu limite niveau célébration. Mais bon, elles sont toutes heureuses, les joueuses de Rosengard qui fêtent leur titre. Örebro finit 2e du championnat suédois. Göteborg termine 3e. Voilà, ces belles images de trophées. Vous savez, j'aime terminer avec ces belles images de fête. Et on se dit, bien, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles superbes images. Absolument. Qu'est-ce qui vous arrive, Patrice? Vous les agitez un carton blanc, vous en êtes déjà un peu servi, mais vite. Non, moi, ce que je voudrais dire absolument, c'est au niveau des anciennes joueuses, les joueuses qui arrêtent leur carrière un petit peu. J'aimerais bien les voir un peu plus souvent, disons au niveau des écoles de foot, au niveau des équipes de plus jeunes, moins de 13, moins de 15, parce que c'est super important. Je vois chez les garçons, ils le font quand même assez souvent. Et bon, je pense que Cécile est d'accord avec moi, c'est une bonne image, c'est une motivation. Ça attire aussi beaucoup plus les jeunes joueuses à venir faire du football. Et je pense que c'est très important qu'elles finissent leur carrière comme ça. Merci Patrice. Je voudrais remercier Pierre-Étienne Minunjo de l'équipe pour avoir fait ce si beau portrait dans le journal L'équipe de Mia Hamm. Tu es une joueuse que tu connais bien, qui a été une très grande avancante de l'équipe américaine et une des précurseurs dans ce monde féminin, dans cette promotion du football féminin. Merci Cécile, vous me faites une passe d'ess une fois de plus, direction justement la CONCACAF et les Américaines qui sont toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans 229 jours. Pauline Schatz vous raconte tout. Le suspense n'est pas encore levé, cher Romain, mais on commence tout de même à y voir un peu plus clair en Amérique du Nord. Dans cette zone CONCACAF, 2 groupes de 4 équipes. Dans le groupe A, les États-Unis sont bien partis pour être de l'aventure canadienne. Pour l'instant, les finalistes de la dernière édition squattent la première place de leur tableau après leurs 2 victoires. Face à Trinidad et Tobago d'abord, succès poussif 1-0, avant une victoire plus convaincante et rassurante 5-0 face au Guatemala. Si les coéquipières de Tobin East se qualifient, le deuxième biais se jouera entre Trinidad et Tobago et Haïti, qui sont actuellement à égalité de points. L'angoisse prendra fin dans quelques heures après les derniers matchs de ce groupe A. Dans le groupe B, 2 certitudes. Le Costa Rica ira en demi-finale et la Martinique s'arrêtera là. Les costariciennes sont en effet les premières qualifiées après s'être défaites du Mexique puis de la Jamaïque 2-1, grâce notamment à la réalisation de la Parisienne Shirley Cruz. La deuxième place se jouera entre Mexicaines et Jamaïcaines lors d'un match électrique et couperets mardi soir. Le Mexique qui a notamment fait subir un calvaire à notre chère Martinique avec une victoire quasi vexante, 10-0. Mais les Martiniquaises étaient prévenues, étant rattachées à la France, elles ne pouvaient se qualifier pour le mondial et étaient donc là pour participer tout simplement. Petit rappel des règles tout de même, les 2 premiers de chaque groupe ainsi que le vainqueur du match pour la 3e place seront directement qualifiés. La sélection qui terminera 4e disputera quant à elle un ultime barrage contre l'Équateur pour le match de la dernière chance. On termine avec un petit état des lieux sur la situation en Afrique. La CAN bat actuellement son plein et seules les 3 meilleures équipes de la compétition iront faire un tour au Canada. La première demi-finale opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud, déjà titré 8 fois. Dans l'autre duel, la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec le Cameroun, qui a lui déjà disputé 2 finales continentales. Ces rencontres se dérouleront mercredi 22 octobre. Soyez donc bien au rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan complet et surtout définitif des qualifications nord-américaines et africaines. Merci Pauline pour ce point complet sur les qualifs de la Coupe du Monde. Un grand merci à notre invité du jour. Sarah, ce fut un plaisir. Vous revenez. Vous connaissez le chemin maintenant ? Ça va. Hein ? Ouais. Faut le GPS encore. Faut le GPS ? Sinon, je vais la chercher. Hein. Eh bien voilà, Thomas est Moi, toujours là, dévoué. Merci Thomas aussi pour votre intervention toujours agréable, musclée, drôle. On compte sur vous la semaine prochaine ainsi que sur Patrice Lair. Merci beaucoup Cécile Locatelli. Merci à tous. Merci à Erwan Geloen, notre chef d'édition. Merci évidemment à Olivier Desnos, notre réalisateur, ainsi qu'à toute son équipe technique. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, quelque part, vous êtes déjà tous des femmes de foot.